Les lois de l'histoire. Le podcast sur l'actualité de la recherche en histoire du droit, présenté par Paul Chauvin-Madera. Il faut très vite aller chercher toutes celles et ceux qui sont au RSA et les aider à revenir vers l'emploi. Les aider et les responsabiliser. Et ça, ce sera dans les réformes les plus importantes à venir. C'est-à-dire droits et devoirs renforcés pour les bénéficiaires du RSA. Faire revenir à l'emploi des gens aujourd'hui qui n'y sont pas, ça c'est la justice. Vous avez sans doute reconnu ici les paroles prononcées par le président de la République au cours de l'entretien télévisuel qu'il a accordé à deux journalistes le 22 mars 2023. Je les ai choisis pour deux raisons. Sur la forme d'abord, elles sont portées par la plus haute autorité de l'État qui utilise en l'occurrence un vocabulaire juridique, droit, devoir, justice. Sur le fond ensuite, ces paroles sont porteuses de la plus classique approche libérale ou néolibérale de la question sociale que l'on peut résumer en deux points. Primo, les aides sociales posent un problème, elles sont jugées injustes et inefficaces. Secondo, le travail est la solution à ce problème, une solution pour l'individu autant que pour la société qui doit favoriser par tous les moyens la réinsertion professionnelle. En d'autres termes, l'assistance n'est plus un droit et le travail est un devoir. Tel est le programme du président. Un programme qui n'est ni sans conséquences pratiques, ni sans présupposés philosophiques, ni sans précédent historique, comme vient de le montrer Jean-Baptiste Masmejean dans sa thèse intitulée « L'assistance par le travail à l'aune du traitement de l'indigence au XVIIIe siècle, idées et institutions, l'exemple lyonnais ». Jean-Baptiste, bonjour. Bonjour Paul. Jean-Baptiste, vous avez soutenu votre thèse le 11 janvier 2021 à Lyon, ou devrais-je dire à Villafranchi, du nom donné, comme vous le rappelez dans votre thèse, par les montagnards à cette ville rebelle pendant la Révolution. Mais de cette ville rebelle, vous avez ensuite migré vers Nantes, une ville qui, elle, est restée fidèle à la Révolution pendant les guerres de Vendée, où vous êtes aujourd'hui et depuis 2021 maître de conférence en histoire du droit. Mais revenons à Lyon, à l'origine de votre thèse. Comment en êtes-vous à travailler sur ce sujet ? En fait, lors de mes études, j'ai été amené à travailler, comme nombre d'étudiants, et j'ai occupé un poste pendant environ 1 an dans un centre hospitalier, et plus précisément dans un service des tutelles. Donc j'étais gestionnaire, j'assurais un certain nombre de dossiers, de majeurs protégés. Et en fait, j'ai pu observer que nombre d'entre eux étaient sans domicile. Proposé à l'époque à M. Philippe Delègue et à Mme Christelle Gazot de travailler sur la question de la mendicité. Et donc j'ai réalisé un mémoire de Master 2 porté sur la question de la mendicité à Lyon avec une chronologie très précise de 1764, date d'une grande ordonnance relative au vagabondage, à 1784, date à laquelle 2 administrations lyonnaises sont réunies, dont une préposée aux indigents. Alors, pour mon sujet de thèse... qui est donc dans le prolongement de votre mémoire. Tout à fait. Je me suis dit, après avoir éprouvé quand même la littérature et quelques sources sur le sujet, qu'il y avait un lien tout à fait, une continuité, pour être plus précis, tout à fait surprenante, allant du XVIIe au XIXe siècle. Donc sur une chronologie beaucoup plus large que ce que vous aviez fait pour votre mémoire. Voilà, tout à fait. Sachant que sur le plan historiographique, il y avait quelques travaux réalisés sur la question de la mendicité à Lyon sous l'Ancien Régime, mais cette continuité manquait entre l'Ancien Régime, la Révolution, jusqu'à une bonne partie du XIXe siècle. Et je me suis rendu compte, en fait, qu'il y avait un dénominateur commun qui avait été peu abordé par l'historiographie, c'est-à-dire la notion de travail. Je vous donne un exemple. Au XVIIe siècle, au sein des hôpitaux généraux, qui sont une sorte d'institution, qui est à la fois un ancêtre de la prison, un ancêtre aussi de la d'une maison de retraite, mais aussi un ancêtre d'un orphelinat. De là à dire que la maison de retraite est une prison, il n'y a qu'un pas qu'on ne franchira pas. Bon, on ne va pas revenir sur les polémiques récentes, mais effectivement, les conditions peuvent être assez délicates. Les indigents, les mendiants qui étaient enfermés,
vivaient dans des conditions très compliquées. Le travail revêtait une dimension quasi expiatoire. Le pauvre valide est un oisif, il refuse de se livrer au travail, on fait fi évidemment de toute considération sociale, c'est un pécheur, et donc le travail vise à expurger ce péché. Au XVIIIe siècle, au sein du dépôt de mendicité de la quarantaine de Lyon, la part du pécule augmente au profit des mendiants. Donc de l'argent de poche Voilà. qu'ont ces mendiants. Tout à fait, la part du pécule augmente, et surtout, on propose aux travailleurs le plus zélés un prix pour encourager l'émulation au travail. Et ces travailleurs, parce que vous avez employé plusieurs termes, oisifs, mendiants, vagabonds, indigents, est-ce qu'il y a une différence entre ces termes Alors vous soulevez un point très délicat. Alors, je peux vous donner des définitions liminaires. Un mendiant, c'est celui qui demande l'aumône. Par essence, c'est un acte positif qui est réalisé. Un vagabond, lui, se caractérise par son errance. C'est un individu, pour reprendre une formulation encore valable sous l'Ancien Régime, un individu sans feu ni lieu. On parle aussi de gens sans aveu. Parce que personne ne le reconnaît Exactement. et peut se porter caution pour lui. Exactement, qui n'a aucun lien social donc avec la communauté d'habitants. Le problème étant, et cela est tout à fait intéressant, c'est que les mendiants et les vagabonds sont souvent amalgamés. On peut en tirer un certain nombre de conséquences. La plus évidente, me semble-t-il, c'est que le pouvoir royal, mais aussi les autorités locales, peinent à comprendre le phénomène de marginalité. D'ailleurs, il y a beaucoup de formules dans mes souvenirs dans la législation royale sur les mendiants et vagabonds. C'est une sorte de formule toute faite. Tout à fait. Parfois, on parle de pauvres mendiants aussi. Les notions sont évolutives, fluctuent dans le temps. Et les indigents, alors, par rapport à ces mendiants et à ces vagabonds? Eh bien, on en revient à une réflexion que j'ai eue pour déterminer mon sujet de thèse, c'est que le terme d'indigent est une notion beaucoup plus large, un phénomène beaucoup plus englobant que ce dont je viens de vous parler. Cela permet d'appréhender un phénomène social lié au dénuement matériel, évidemment, sur deux plans. Comment prévenir l'indigence? Cela revient à la construction du plan de ma thèse. L'assistance par le travail en prévention de l'indigence. Et la dimension préventive, vraiment quelque chose qui se développe au XVIIIe siècle. Deuxième point, secourir l'indigence en aval. Donc le travail apparaît selon une certaine dimension curative. Et donc ce terme assez impropre, difficile à saisir juridiquement, permet d'élargir le prisme et d'avoir une nouvelle orientation dans l'histoire de l'assistance. Est-ce qu'on peut dire que l'indigence, c'est l'extrême pauvre, le plus pauvre des pauvres? Oui, l'indigence peut même s'entendre moralement parlant, d'ailleurs. Et cela a des conséquences sur les différentes politiques sociales qui sont menées au XVIIIe siècle. Et cette indigence, ces politiques sociales, vous les avez étudiées plus particulièrement à Lyon, parce qu'on a cru comprendre que vous y étiez à une époque, en tout cas. Vous l'avez étudié à travers différentes sources. Est-ce que vous pourriez nous donner une typologie, quelques exemples de ces sources importantes que vous avez étudiées? Alors, il y a une grande richesse de sources qui font que Lyon est un choix prisé lorsque l'on aborde l'histoire de l'indigence. Je ne suis pas le premier ni le dernier à m'être intéressé à cette question, parce qu'on a de très beaux fonds. Le fonds qui, me semble-t-il, est vraiment fantastique et d'ailleurs assez peu exploité, ce sont les archives des HCL, des Hospices civils de Lyon, que l'on trouve aux archives municipales, où on a des recueils de présentations de documents sur un nombre de volumes assez incalculable, qui font qu'on a une manne là, une mine d'or à exploiter. Mais en plus de ces archives, vous avez aussi, je crois, des documents plus théoriques dans votre thèse. Alors théorique, des éléments de doctrine, et même plus largement une mobilisation de sources imprimées, dont l'ambition que j'avais eue, qui n'est pas un absolu, d'avoir une approche quantitative des sources imprimées. Parce que c'est aussi l'ambition de ma thèse, c'est d'offrir une autre perspective épistémologique dans l'histoire de l'assistance, avec cette approche quantitative des sources imprimées, doctrinales, mais aussi philosophiques. J'entends m'inscrire aussi dans le champ de l'histoire des idées politiques,
Par cette approche quantitative, l'idée est d'ancrer l'idée de travail au XVIIIe siècle. Parce que l'on est au carrefour de plusieurs courants d'idées, de plusieurs réalisations législatives, mais aussi institutionnelles, qui font que, en confrontant de manière déductive les idées à la législation et aux institutions, de là découlerait à la fois une autre histoire de l'assistance, mais aussi une histoire de l'idée de travail au XVIIIe siècle. Et alors justement, dans cette branche assez peu connue de l'histoire du droit, quels sont les prédécesseurs qui vous ont justement précédé dans votre travail? Il y a un historien lyonnais qui est, à mon sens, il est désormais âgé, mais qui est toujours le grand spécialiste de la pauvreté. C'est un historien qui s'appelle Jean-Pierre Guton, qui a réalisé sa thèse sur la société et les pauvres, en prenant l'exemple de la Généralité de Lyon sur la période d'Ancien Régime. Donc, partant, Mais c'est un historien des lettres ou du droit, je ne sais plus. C'est un historien des lettres qui était, alors il est à la retraite depuis un moment, me semble-t-il, à l'université Lyon 2, donc l'autre paroisse lyonnaise. Mais il y a aussi des travaux pionniers. Lorsque l'on pense aux hôpitaux généraux, on pense toujours à Michel Foucault, auteur de cette célèbre histoire de la folie à l'âge classique. Et sa thèse du grand renfermement des pauvres au XVIIe siècle, il avait dit, je crois. Exactement, c'est l'intitulé de l'un de ses chapitres. Il y a aussi une disciple importante de Michel Foucault qui a écrit un ouvrage très important, une certaine Giovanna Procacci, auteur d'un ouvrage « Gouverner la misère ». Je suis historien du droit, je vais quand même citer des historiens du droit. Le plus éminent sur la question hospitalière, dont les travaux font toujours autorité, c'est l'historien du droit Jean Humbert. Jean Humbert qui est décédé à la fin des années 90, mais dont le droit hospitalier de l'Ancien Régime, je crois que c'est son dernier ouvrage, et me semble-t-il toujours l'ouvrage de référence sur la question. Autres historiens du droit qui ont travaillé aussi sur les ateliers de charité, on peut penser à Jean-Louis Harwell, qui a travaillé sur les ateliers de charité. Est-ce que vous pourriez nous donner des exemples de types de métiers, de travaux, d'activités qui étaient alors offertes ou de manière forcée ou libre à ces pauvres? Quelles activités on leur confiait? Sans doute pas de l'orfèvrerie, mais peut-être d'autres activités. Est-ce que vous auriez des exemples? Alors c'est tout le problème de l'assistance par le travail. C'est-à-dire que à partir du moment où l'on veut assister des individus dont la trajectoire de vie fait qu'ils n'ont probablement aucune formation professionnelle, il faut leur délivrer, leur donner des secours adaptés à leur situation. Donc les ateliers de charité, c'est simple, il s'agit de travaux de terrassement qui ont pu occuper femmes, hommes et enfants, dans une dimension plus curative au sein des hôpitaux généraux et des dépôts de mendicité. Ça allait de simples travaux domestiques, du ménage, de la filature. Oui, travaux un peu industriels, parce que Lyon est quand même une grande ville industrielle de l'Ancien Régime. Est-ce que justement... Tout à fait. L'hôpital général, pour être plus précis, la Charité de Lyon a pu être présentée comme l'un des centres économiques de la ville. Et puisque vous parlez de ces soins, ça renvoie à la notion d'assistance dont vous étudiez les relations avec le travail, à la fois dans les débats intellectuels, mais aussi, comme vous l'avez dit, dans les réalisations institutionnelles, aux échelles locales et nationales, mais aussi internationales, puisque vous êtes traité d'auteurs étrangers comme John Locke. Vous faites tout ça selon un plan chronologique divisé en deux parties. Dans la première, qui embrasse les règnes de Louis XIV et de Louis XVI, vos deux chapitres distinguent deux façons d'utiliser le travail. Comme vous l'avez dit, c'est soit un outil préventif, soit un outil curatif. Deux types d'usages que l'on retrouve dans votre seconde partie, qui se concentrent sur les 5 premières années de la Révolution jusqu'à la chute de Robespierre en 1794. Pendant cette période extrêmement dense, deux conceptions du travail vont cohabiter, se confronter, comme vous le montrez en deux chapitres consacrés d'abord à l'approche libérale, qui n'est pas dénuée d'utopisme. Comme vous le dites, et ça aurait fait plaisir à Friedrich Hayek, qui disait que justement la défaite du libéralisme par rapport au communisme s'expliquait par l'absence d'utopie. Et ensuite, vous étudiez une autre approche qu'on peut qualifier de républicaine pour aller vite, beaucoup plus coercitive, notamment à l'égard des mendiants, comme nous allons le voir dans la suite de notre émission. Dans votre première partie, vous montrez toute la complexité des relations entre le travail et l'assistance qui peuvent s'articuler au moins de 3 façons. Une assistance sans le travail, une assistance
par le travail, ou un travail sans assistance dans la mesure où il y a un but uniquement punitif et plus tellement d'assistance. En théorie, ces trois modèles s'excluent, relèvent de philosophies différentes. En pratique, cependant, vous montrez bien qu'ils se côtoient, qu'ils se mélangent, qu'ils se confrontent à une même époque, dans une même loi, dans une même institution. En gardant bien cette complexité à l'esprit, bien sûr, on va cependant essayer de présenter ces modèles séparément, comme des idéotypes en quelque sorte, en commençant par la pratique de l'assistance sans le travail. A priori, il s'agit d'un modèle différent de votre sujet, qui en plus relève d'une autre époque, plutôt du Moyen-Âge. Néanmoins, vous en parlez fortement parce que cette institution, cette manière de voir les choses persiste quand même à travers le temps. Est-ce que vous pourriez justement présenter ce modèle chrétien de la charité, qu'on pourrait qualifier ainsi? Est-ce que vous pourriez le présenter de sorte à ce qu'on puisse plus tard le distinguer des autres? On s'attaque là à une vertu théologale, chrétienne, tout à fait prééminente. Alors, la charité, pour revenir à une définition liminaire, c'est l'amour pour les autres. Et s'agissant de la relation entre le riche et le pauvre, cela a des conséquences. Pour reprendre Robert Castel, que j'aurais d'ailleurs pu citer tout à l'heure, dans ses métamorphoses de la question sociale, il parle d'économie du salut, avec une formule qui est assez prenante et prégnante ici. J'ai une citation aussi de la vie de Saint-Éloi qui est assez éclairante, c'est Dieu a voulu qu'il y ait des pauvres pour que les riches puissent aller au paradis. Et donc c'est ça, cette économie du salut dont il est question. Il faut qu'il y ait des pauvres, les pauvres sont nécessaires, il est nullement question de leur inculquer un apprentissage, de les enrichir. De les sortir de leurs conditions. De les sortir de leurs conditions, tout à fait. Il faut les aider, oui, pour qu'ils ne meurent pas de faim, mais ne pas les transformer par contre. Exactement. Le riche doit donc aider le pauvre, mais quelle est la place alors du travail, puisque ce n'est pas une forme d'assistance? Qu'est-ce que le travail dans cette pensée chrétienne? Alors le travail... Il sert à quoi? Moraliser, à punir, Bien, le travail n'a pas forcément très belle presse, si je puis dire, en essayant de prendre du recul. Lorsque l'on s'attarde sur l'Ancien Testament, le travail est une peine, est une souffrance. C'est la conséquence quand même du fruit du péché originel. Et donc petit à petit, alors on trouve toujours des écrits dans la manière dont ils peuvent être interprétés. Bon, il faut quand même attendre vraiment l'époque moderne pour que l'on change véritablement de paradigme. Et une très belle formule qui me vient à l'esprit de Michel Foucault, qui a dit qu'à l'époque moderne, à partir du XVIe siècle, la pauvreté perd sa positivité mystique. Or, par l'influence des deux réformes, mais on retrouve aussi cette évolution chez les catholiques, c'est-à-dire... Chez un Vives, par exemple? Chez Juan Luis Vives, tout à fait, un humaniste, celui qui a conceptualisé l'assistance locale des pauvres et l'obligation de mise au travail des pauvres valides. Il dit comme si Jésus-Christ avait voulu que les pauvres soient oisifs. Donc on tend à distinguer la pauvreté selon qu'elle soit volontaire, une pauvreté évangélique, et une pauvreté ici plus matérielle, plus subie, qui n'a aucune perception positive. L'influence des deux réformes, le travail devient l'accomplissement de l'existence de l'homme sur Terre. Et cela change tout, forcément. Parce que le pauvre valide, celui qui est oisif et qui a pourtant besoin de travailler pour vivre, eh bien, que fait-on des pauvres? Pour paraphraser un mémoire de John Locke, d'ailleurs, que faire des pauvres? Que faire des pauvres? À cette question, me semble-t-il, le modèle libéral, pour simplifier, apportera une réponse différente à ce qu'avait dit le christianisme, une réponse qui va se développer surtout à l'époque moderne, que vous avez traitée. Ce modèle libéral, on l'appelle ainsi parce qu'il est notamment alimenté par des auteurs libéraux. Est-ce que vous auriez quelques grands noms à nous donner? Alors, s'il y a un grand nom à donner dans ce que j'appelle la conception libérale de l'assistance, c'est-à-dire une assistance indépendamment de toute mesure de contrainte coercitive, c'est John Locke. Il y a un moment de John Locke, un juste naturalisme lockéen,
c'est toujours délicat sur le plan de la méthode, mais en tout cas qui est diffus, que l'on retrouve sous certains aspects tout au long du XVIIIe siècle. Rappelons simplement que pour Locke, l'homme est par nature propriétaire de lui-même, et il étend sa propriété qu'il a de soi par ce médiateur qui est le travail pour assurer sa subsistance. Donc il y a un droit à la subsistance qu'a l'homme par nature. Et ça a des conséquences énormes. C'est-à-dire que dans les politiques sociales, il s'agit non plus d'expier un péché coupable qu'est l'oisiveté, mais d'accompagner l'indigent dans la jouissance de ses droits naturels. L'exemple le plus tangible, c'est la création des ateliers de charité dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. Alors, on peut parler des physiocrates, du lien entre libéraux français, des autres libéraux français. Montesquieu est à placer un peu à part dans la genèse de la conception libérale de l'assistance, mais il y a un lien. Les physiocrates et surtout Turgot ici ont un rôle important. Ce sont eux qui, c'est Turgot surtout d'abord dans la tendance du Limousin et ensuite en tant que contrôleur général des finances, qui va créer des ateliers de charité, donc ces fameuses offres libres de travail. Montesquieu est un peu à part, mais il est important parce qu'il va largement contribuer, dans De l'esprit des lois, à remettre en question le modèle hospitalier, justement. Il dit une phrase qui a été sans cesse reprise au cours de ce siècle, le pauvre, alors la citation n'est pas exacte, voilà. Le pauvre l'est non pas parce qu'il n'a matériellement rien, mais parce qu'il ne travaille pas. Et donc il prend l'exemple ensuite de l'Italie, où il y a un foisonnement d'hôpitaux, et finalement on entretient la pauvreté. Oui, c'est ce que j'allais vous dire. Ces libéraux qui proposent un autre modèle vont critiquer le modèle chrétien de l'assistance, de l'assistanat, j'aurais presque envie de dire. Que lui reproche-t-il? Que reproche-t-il à ces dons gratuits, sans contrepartie, traditionnellement légitimés par l'Église? Eh bien, l'homme travaille par nature, et donc il accomplit sa fin, donc il doit aimer travailler. Expier un péché, c'est le dégoûter de cela. De plus, pourquoi enfermer des individus qui sont dans une situation de dénuement, Ils veulent simplement travailler. Et donc, on a tout un tas de projets consistant à remettre en question les hôpitaux généraux, mais aussi les dépôts de mendicité. Qu'ils veulent fermer. Voilà. Alors, Turgot, lorsqu'il est au pouvoir, lorsqu'il est contrôleur général des finances, on le voit de manière tout à fait tangible, il va réduire autant que possible les dépôts de mendicité. Il va les réduire à 5. Bon, le problème étant qu'il y aura des conséquences sur le plan de l'ordre public et on va vite rouvrir les autres. Mais quoi qu'il en soit, c'est ce paradigme-là qui est mis en exergue. Donc, on veut encourager le travail autant que possible en faisant fi de cette dimension coercitive. On veut que le travail soit un plaisir, qu'il corresponde à ce que cette activité est par nature, que l'homme apprécie forcément. Et puisqu'il y a de nouvelles institutions, de nouvelles idées, il y a peut-être aussi un nouveau vocabulaire. Est-ce que le terme de charité, anciennement utilisé, est remplacé par un nouveau terme? Alors, il y a un terme qui est apparu, mais qui ne remplace pas la notion de charité, les deux étant quasi synonymiques, mais l'apparition du mot bienfaisance, me semble-t-il, et j'ai en tout cas voulu le démontrer, témoigne d'une véritable évolution dans les politiques d'assistance. Alors, il est difficile de remonter à la première occurrence. Voltaire dit qu'il s'agit de l'abbé de Saint-Pierre qui a utilisé pour la première fois cette notion de bienfaisance. Quoi qu'il en soit, il est avéré que c'est lui qui va en donner une véritable substance à cette notion. L'abbé de Saint-Pierre considère en fait que la charité est un terme quelque peu dévoyé. Il veut trouver une autre notion. Il apprécie cette notion de bienfaisance qu'il veut mettre en lumière. En fait, pour lui, l'usage du terme de bienfaisance, ça permet de faire prévaloir l'utilité terrestre. De mettre au travail les pauvres utiles pour eux-mêmes et pour l'État. Voilà. Un État qui a quel rôle? Comment peut-il concrètement pousser les gens, inciter les gens à travailler? Doit-il prendre des mesures pour favoriser, libéraliser le marché du travail, comme on dit? Que doit-il faire, l'État? Alors l'État, cette conception libérale de l'assistance, c'est l'œuvre de Turgot pour grossir le trait, avec cette ambition d'assurer la liberté du travail. C'est pas la liberté
que les enrichissements individuels se multiplient. Et ruisselleront. Et ruisselleront, et de cette multiplicité d'enrichissements individuels, cela amènera à la prospérité générale. Donc la liberté est le principal remède. Et une liberté qui va passer par la suppression peut-être des corporations, Voilà. des corvées. On supprime tout ce qui est une entrave à la liberté du travail. On supprime les corporations, les jurants, on abolit aussi la corvée. Et de manière incidente, quand même, on reconnaît qu'il y a des circonstances exceptionnelles, lors desquelles le marché n'est pas non plus si parfait que cela. Les gens admettent les faiblesses. Les ateliers de charité servent à ça, pour combler de manière conjoncturelle. C'est aussi une autre manière de traiter les problèmes d'ordre public qui peuvent s'en suivre lors de disettes, de crises économiques, notamment en hiver. En fait, c'est en hiver que... Les pauvres qui ont faim se révoltent. Exactement. Et quid pour les libéraux de pauvres qui refuseraient de travailler malgré l'offre bienfaisante de l'État, malgré toutes les offres d'emploi qui existent, de l'autre côté de la rue? J'aime votre expression d'État bienfaisant, parce que atelier de charité, c'est cette signification. On le conçoit comme une libéralité royale. Le XVIIIe siècle, c'est un siècle marqué par un optimisme très marqué, on pourrait même qualifier parfois de naïf. En fait, on est convaincu, et on retrouve cela aussi lors des débats révolutionnaires, que les mendiants finiront inéluctablement par disparaître du fait de cet ordre libéral. Alors, il y aura encore quelques mendiants de race, pour reprendre une expression très sympathique à l'époque, avec lesquels on a énormément de mal. On aspire à cet ordre nouveau. On va quand même les encourager au travail. Mais il faut savoir qu'il y a eu des propos très durs à leur égard. Alors, j'ai une citation qui est tout à fait encore approximative, vous m'en excuserez, lors des débats, au sein de l'Assemblée nationale constituante. Il a été dit que pour les mendiants récidivistes qui refuseraient de se plier au travail, il faudrait les mettre dans une cave où le niveau d'eau monterait sans cesse, de manière qu'ils soient noyés s'ils ne pompent pas avec une machine. Belle image pour pousser les gens à travailler sans les y contraindre par... Eh bien, au moins, ils accompliraient ce qu'ils sont par nature. Ce sont des travailleurs. Et donc, de gré ou de force, c'est quelques réfractaires, je ne dirais pas gaulois réfractaires quand même, sont obligés de travailler pour leur propre survie. Et comme vous l'avez dit, en parlant de Locke, il y a un droit naturel à survivre qui donne un droit naturel à la propriété par le travail. Ça se prolonge en un devoir de travailler moralement, mais juridiquement par contre, les libéraux ne veulent pas trop, a priori, forcer les gens en les contraignant à... Ou est-ce qu'ils sont ambigus, ils sont... Eh bien, il y a une gêne importante parce que c'est l'Ancien Régime, l'hôpital général, la coercition à l'égard des plus démunis. On dénonce la mauvaiseté des lois, des institutions, de cette société d'Ancien Régime. Alors on ne veut pas prolonger ce qui a été réalisé par le passé. Et donc, on essaye de retrancher autant que possible simplement les mendiants récidivistes. Doivent être enfermés on ne veut plus appeler cela dépôt de mendicité, mais des maisons de répression. C'est ce que l'on retrouve dans les projets des comités révolutionnaires. Donc on pense que par la liberté, de toute façon, ce phénomène de mendicité serait bien plus résiduel qu'il ne l'a été sous l'Ancien Régime. Alors que là, la charité chrétienne entretient les pauvres, alors que si on les laissait mourir de faim, ils n'auraient pas le choix. Et alors, il me semble que un troisième modèle, qu'on pourrait qualifier de mercantiliste, d'autoritaire, va intervenir pour proposer autre chose, un modèle qui est très présent dans la réalité, dans la législation royale, depuis, je crois, le roi Jean II, qui, au XIVe siècle, avait enjoint aux oisifs, aux oiseux de Paris de trouver une besogne dans les 3 jours, sous peine d'être emprisonnés, bannis ou mis au pilori. On veut forcer ces gens à travailler. Comment, concrètement, vous avez parlé des hôpitaux généraux, ce sont des mesures quand même liberticides. Comment les justifier ? Alors, c'est un mariage de raisons, je dirais, entre la pensée chrétienne au sens large et la pensée économique mercantiliste, cette dimension coercitive du travail. J'ai une expression, j'aime parler à mes étudiants pour essayer de vulgariser la distinction entre libéralisme et mercantilisme. Pour un mercantiliste, la richesse, elle réside dans la population pauvre qu'il faut exploiter. Bernard Mandeville
qui est difficilement classable, explique bien que un pauvre doit rester dans un certain état de pauvreté, parce que s'il accède à un certain degré d'aisance, eh bien, il tendrait Rationnellement, inéluctablement, il ne travaillera plus. voilà, il tendrait inéluctablement vers une certaine forme d'indolence. Donc, la richesse, elle est dans la population, il faut l'exploiter, et donc là, s'y est tout à fait, avec la dimension coercitive hospitalière que l'on retrouve encore au XVIIIe siècle, avec les dépôts de mendicité, or qui ne remplaceront pas, en tout cas, les hôpitaux généraux, mais qui coexisteront selon les localités. Pour un libéral, la richesse, elle est dans le travail. Et là, on en revient à cette idée d'émulation. L'homme cherche une aisance matérielle, il éprouve un certain amour pour le gain, l'enrichissement, et donc il faut libérer cette force humaine en libéralisant le travail, de manière que on accède à une prospérité économique générale, la disparition de l'indigence. Et il me semble aussi, à vous lire, que il y a une sorte de créance de la part des travailleurs à l'égard des oisifs, en ce sens que le travailleur dit « moi je travaille, je fais ma part, j'ai le droit de demander à l'État de forcer les autres, les paresseux, à travailler pour que la richesse globale qui après rejaillira sur nous grossisse. » J'ai l'impression qu'il y a aussi l'idée qu'on assimile un peu vite les pauvres à des gens dangereux, une sorte de pente glissante vers le crime chez ces pauvres. Bien sûr, on se méfie des pauvres. Et les ateliers de charité, tout aussi, alors, je ne vais pas me dédire, tout aussi naïf que ça puisse paraître, c'est une manière de traiter les conflits sociaux. On se méfie, alors là je me décentre de Lyon pour aller vers l'exemple parisien, on se méfie de ces masses de travailleurs au début de la Révolution. Parce que l'on considère que ces travailleurs-là, à partir du moment où on cesse ces ateliers de charité, eh bien ils suivront n'importe quel Orateur un peu voilà. démagogique. On a peur qu'on retourne vers l'Ancien Régime en utilisant ces masses de travailleurs qui sont occupés à Paris. Un entrepreneur, et là on le retrouve dans les archives parlementaires, un entrepreneur de travaux publics parisien compare ces manœuvriers, ces travailleurs précaires, ces pauvres, assimile ces travailleurs à des prostituées qui se vendent au plus offrant. La situation est donc assez dure dans les siècles de l'Ancien Régime. Les pauvres sont traités, maltraités dans les deux sens du terme. Que se passe-t-il sous la Révolution? Quels sont les points communs et les différences? C'est ce dont nous allons parler dans la troisième et dernière partie de notre émission. Les révolutionnaires ont rêvé d'éradiquer l'indigence. Ils le devaient, pour se distinguer de l'ancienne monarchie, jugée sinon responsable, du moins incapable de résoudre le problème social. Ils le pouvaient aussi grâce à l'énergie tirée de l'espoir dans le progrès dont vous avez parlé tout à l'heure. Mais ils ne l'ont pas fait. Ils n'ont pas réussi à faire mieux que l'ancienne monarchie, et je dirais même à vous lire qu'ils n'ont pas essayé de le faire différemment. Les moyens ne sont pas si différents que ça, en substance en tout cas. On retrouve les mêmes modèles, sauf peut-être celui de la charité qui est un petit peu moins présent. Ça n'a jamais été interdit. Ça a été pratiqué par certains organismes privés. Ça a été justifié. J'ai été étonné de voir que Rousseau, dans La Nouvelle Héloïse, mettait en avant le personnage de Julie qui, face à l'autre personnage, était heureux, se vantait de faire l'aumône à ses frères mendiants. Mais bref, ça ne fait pas une politique de cela. Les révolutionnaires ne vont pas institutionnaliser ce système. Ils vont adhérer au libéralisme, le modèle qui devient dominant. En quoi est-ce qu'on peut dire que les révolutionnaires sont franchement des libéraux? Alors dans ma thèse, je veux mettre en exergue que les révolutionnaires, en fait, ont voulu appliquer un programme que l'on a retrouvé au sein de l'opinion éclairée, sous l'Ancien Régime. J'invite nos auditeurs à se référer à un concours qui, à mon sens, c'est vraiment la synthèse des idées nouvelles s'agissant de l'histoire de l'assistance. C'est le concours de l'Académie de Chalon-sur-Marne. C'est comment faire travailler les pauvres sans les rendre malheureux. Vaste programme, mais toujours avec cette idée de bonheur, cet optimisme propre au XVIIIe siècle. Ce que j'ai voulu montrer dans ma thèse, alors certes, c'est que le programme porté dès la Constituante intervient assez tardivement, mais déjà sur le plan des idées, on aboutit à quelque chose. Alors, je me suis inspiré ici de la thèse de Pierre Rosanvallon, qui est, pour moi, l'ère du libéralisme utopique. Alors, qu'est-ce que le libéralisme utopique dans la pensée de Pierre Rosanvallon? Alors, il y a trois choses. Il y a une utopie du marché,
qui va régler tous les problèmes, supprimer la pauvreté, etc. Tout à fait. Alors, dans cette manière de penser les choses, les ateliers ont encore leur rôle, et je voulais rebondir sur ce point par rapport à la charité chrétienne. On parle d'ateliers de secours sous la Révolution. Dans les projets des comités, on voit bien qu'on cherche à séculariser l'institution. La deuxième, c'est une utopie de régulation juridique pour assurer cette liberté. Là, on en revient au décret d'Allard et à la loi Le Chapelier, suppression des corporations. On libéralise le marché du travail. Tout à fait, avec cette nucléarisation de la relation de travail, en interdisant les coalitions, c'est-à-dire les actions collectives. Toute action collective, qu'elle soit patronale ou salariale d'ailleurs, tendant à vouloir infléchir sur le prix du travail. La troisième, qui me passionne, c'est la dimension anthropologique des choses. On part du principe, suivant ce paradigme, que l'être humain est par nature un être raisonnant et raisonné, qu'il convient simplement d'accompagner par un certain nombre de mesures. Là, on peut penser au développement de l'épargne individuelle. C'est une vieille marotte du président du comité de mendicité La Rochefoucauld-Liancourt, qui d'ailleurs sera l'un des fondateurs de la Caisse d'épargne sous la Restauration. Les idées cheminent aussi et transcendent les périodes chronologiques. Les pauvres sont pauvres parce qu'ils dépensent tout leur argent en alcool, prostituées et autres jeux, alors qu'ils devraient épargner. Exactement. J'ai trouvé cet exemple de critique des mœurs des pauvres qui dilapideraient leur maigre fortune dans les cabarets. J'ai recensé cela dans les archives lyonnaises dès le XVIIe siècle. Il y a aussi une émission sur M6 appelée La rue des allocs. Je ne sais pas si vous avez regardé cette émission. J'en ai quelques souvenirs. Où l'on zoomait au sein des ménages les bouteilles de bière chez les individus. Les clichés ont bon train aussi. Mais cette vision qui va donc libéraliser le marché du travail, à faire appel à l'épargne, lutter même d'ailleurs contre les fêtes religieuses qui empêchent de travailler. Il faut travailler le dimanche. Ce modèle libéral, pour aller vite, fait-il l'unanimité? Est-ce qu'il n'y a pas, derrière les divisions politiques que l'on connaît pendant la Révolution, les Girondins, les Montagnards, etc., les Feuillants, est-ce qu'il n'y a pas justement une opposition sur ce point-là, ou au contraire, est-ce que tous sont libéraux à ce niveau-là? Alors, il y a un critique, qui est d'ailleurs assez décrié, mais c'est Jean-Paul Marat. Marat anticipera les conséquences de la disparition des corporations. Mais est-ce qu'on peut dire que, par exemple, un Marat, un Robespierre sont, comment dirais-je, libéraux, ou sont peut-être socialistes avec une sorte de droit-créance, en ce sens que les individus peuvent réclamer, exiger un travail de l'État, ou est-ce qu'ils n'ont peut-être pas de pensée économique? Alors, il faut se plonger dans les débats au sein de la Convention en avril 1793. C'est à ce moment-là que l'on discute de la future déclaration des droits. Donc pas la première de 89, mais l'autre de l'an 1. La déclaration de l'an 1, pardon, tout à fait. Et dans les débats, on se rend compte que ce dont il est essentiellement question, le point de discussion le plus important, c'est l'étendue de ce droit à l'assistance. Finalement, le travail en est un corollaire, certes, mais l'on ne matérialise pas, on a pu projeter, il me semble, des fantasmes peut-être 19e sur la période de la... Parce que c'est en 1848, c'est ça, qu'il y a un droit au travail. Tout à fait, mais qui est très proche des ateliers de charité. Le programme de Louis Blanc dans son organisation du travail n'a pas été appliqué. Le ministre des Travaux publics, Marie, en réalité, réédite d'ailleurs les erreurs des ateliers de charité de la période de la Constitution. Mais ce que vous voulez dire, c'est que peut-être que des historiens ou des contemporains du 19e ont projeté cela, ce droit au travail, ce droit créance, pendant la Révolution, alors qu'en réalité, il n'est pas défendu. Les montagnards ne défendent pas la communauté de biens, ce ne sont pas des babouvistes. Gracchus Babeuf. Tout à fait. Il y a une logique concordataire, si vous voulez, entre riches et pauvres. Il n'y a pas d'égalisation des conditions. D'ailleurs, on le sait tous, la Constitution de l'an 1 n'a pas été appliquée, la Déclaration des droits plus ou moins avortés. Mais il y a un élément tout à fait intéressant qui me fait dire qu'il n'y a pas de droit de créance au travail. Il n'a pas été conceptualisé comme tel, sauf peut-être dans deux projets constitutionnels, celui de Denou et celui de Lambert. Des auteurs plutôt secondaires, a priori. Tout à fait. Mais intéressants, néanmoins. Mais sans avoir conceptualisé la chose, ils ont proposé, dans leur projet constitutionnel, d'obliger les villes, les communes,
à fournir du travail aux contributeurs les moins aisés. Mais par contre, lorsque l'on s'intéresse à la pensée montagnarde, économique montagnarde, Mainstream. voilà, beaucoup plus large, même s'il est difficile en réalité de dégager quelque chose d'homogène, lorsque l'on s'intéresse à un texte important, qui est le décret du 24 Vendémiaire en 2, dont le rapporteur, au nom du comité des secours publics, Jean-Baptiste Beau, déjà rapporteur d'un autre texte sous la Convention girondine, il fait allusion à l'article 21 de la DDHC. Par contre, lorsqu'il propose d'établir des ateliers de secours, c'est par le biais non pas d'une régie, gestion par l'administration, mais par le biais d'adjudication au rabais. Parce que on cherche l'efficacité économique. Et donc, on est face à cette logique inextricable, parce que le système de la régie a été éprouvé sous l'Ancien Régime, et on ne veut pas s'inscrire en continuité de cet Ancien Régime. Mais comment matérialiser un réel droit au travail opposable si l'on est dans une logique moins coûtante d'efficience économique ? Et puisque l'on parlait de droit, créance et donc d'obligation pour l'État de fournir du travail, passons de l'autre côté. Est-ce que chez les révolutionnaires, il y a eu un retour de ce modèle mercantiliste, autoritaire, peu importe comment on l'apporte de l'Ancien Régime, où les individus auraient eu, notamment les mendiants, l'obligation de travailler? Ou est-ce qu'on les laisse dans leur coin? Alors, du point de vue mercantiliste, on rejette ce modèle, on est plutôt dans une logique plus contractualiste des choses, on érige, moi dans les projets des comités, la mendicité comme un véritable délit social. On s'inspire plutôt d'une pensée républicaniste, mais en même temps dévoyée. Je m'explique. Si on s'appuie sur Montesquieu, notamment, lorsqu'il parle du principe qui doit animer une république, c'est la vertu. Vertu qui se caractérise sur le plan du commerce, mais aussi du travail, avec une certaine égalisation des conditions. Donc le travail, ici, permet d'affermir en quelque sorte l'égalité. Pour Rousseau, le travail est obligatoire. C'est un devoir civique. C'est un devoir civique, cela permet de cultiver l'amour de la patrie. Et en même temps, il considère que l'homme est trop dénaturé pour assurer sa subsistance par lui-même. Rousseau, qui, si mes souvenirs sont bons, justifie en un certain sens la corvée. Et j'ai même vu, je crois que Lacanal, qui a donné le nom à un grand lycée à Sceaux, a pratiqué la corvée, même a donné l'exemple, il me semble. Bien sûr, parce que la conception, je dirais, républicaniste des choses est à rebours de la pensée économique libérale. Là, on ne recherche pas d'intérêt privé, on cherche à cultiver un certain volontarisme, un certain dévouement pour la patrie, d'où justement ce soutien à la corvée dont vous venez de parler. Et le travail aussi permet d'affermir les liens sociaux. Pour Rousseau, l'homme est trop dénaturé pour assurer sa subsistance par lui-même, donc il a besoin des autres pour assurer sa survie, et ça permet d'assurer une certaine égalité des conditions. On peut donc légitimement s'en prendre aux oisifs, qui, à la fois les mendiants, mais aussi d'autres. Il me semble que d'autres catégories de la population, pourtant qualifiées de favorisées, peut-être, sont jugées comme les mendiants par les révolutionnaires. Oui, tout à fait. Les nobles sont vilipendés. Il y a l'essai très savoureux d'Emmanuel Joseph Sieyès aussi, son essai pour les privilèges, où il parle de mendiants de la haute, en quelque sorte, pour critiquer ces privilégiés. La mendicité en col blanc. Tout à fait. Pour justement fustiger la noblesse. Il y a de très bons mots. Les moines aussi, je crois. Oui, tout à fait, la critique du monachisme, mais qui rejoint cette conception utilitariste, finalement. Il faut œuvrer par son enrichissement personnel ou par le dévouement pour la patrie, mais contribuer à l'utilité commune d'une manière ou d'une autre, ce qui n'est pas le cas. Finalement, ces politiques libérales ou autoritaires sont un échec. On voit un retour de la charité privée, familiale, qui va peut-être triompher sous le directoire, qui est le terminus ad quem de votre travail. Un travail dont je rappelle le titre, l'assistance par le travail à l'aune du traitement de l'indigence au XVIIIe siècle, idées et institutions, l'exemple lyonnais. Un travail qui est aujourd'hui justement sur l'intranet de l'Université de Lyon. Est-ce qu'il sera peut-être soit imprimé, soit disponible en ligne dans les mois, dans les années qui viennent ? En tout cas, j'œuvre pour que cette thèse soit un jour publiée. J'ai déjà commencé à la remanier en ce sens. Donc j'espère que vous la trouverez bientôt dans les librairies. Un travail en tout cas que je vous remercie d'être venu présenter à nos auditrices et à nos auditeurs dans les studios des Lois de l'Histoire. Merci. Merci à vous.
Merci aussi au laboratoire IDPS de l'Université Sorbonne Paris Nord pour son soutien financier, à Pierre Damet et Christopher Thébault pour leur soutien technique, et merci enfin à vous, chères auditrices et chers auditeurs, d'avoir suivi ce podcast que vous pouvez réécouter sur vos plateformes préférées et diffuser sur les réseaux sociaux, en attendant le prochain épisode des Lois de l'Histoire, le podcast sur l'actualité de la recherche en histoire du droit.